Et nous allons laisser la place à Aliénor qui va nous parler donc de syndrome post-traumatique. Aliénor, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, donc je t'en prie, Super. tu peux commencer. Je vais juste essayer de partager l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez ça? C'est bon? Super. C'est bon comme ça? Allez, courage, plus que c'est le dernier, plus que quelques minutes. Du coup, moi, je suis Aliénor Jequier. Je suis kinésithérapeute depuis 2 ans et je travaille à l'hôpital militaire Percy. On nous prend en charge dans le service de rééducation des militaires blessés de guerre. Et c'est pour ça qu'on m'a parlé de l'état de stress post-traumatique que j'appellerais ESTT, euh, souvent dans le topo. Donc ce sera un regard, oui. On ne va pas juste faire un petit jeter un coup d'œil, on ne va pas non plus faire une observation longue et analytique. On va regarder ensemble la définition et pour identifier après les signes d'un stress post-traumatique et finir sur des pistes de réflexion de prise en charge. Pour commencer, une petite histoire. Il y a un homme très riche qui organise dans sa magnifique villa une super fête. Il invite une foule de personnes et il dit: on va pimenter un peu la soirée, je vais mettre un défi. Celui qui parviendra à traverser à la nage ma piscine sans se faire attraper par le requin qui y est, je lui promets au choix la moitié de mon domaine, ma fortune ou alors la main de ma fille. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, on entend un énorme plouf et voilà que quelqu'un se met à nager de toutes ses forces. Alors j'essaie de tourner, mais je pense que j'arrête. J'ai dû bloquer le. Qui se met à nager de toutes ses forces et avec le requin derrière qui ouvre sa gueule pour le manger. La foule autour qui est terrorisée. Et voilà que finalement, le jeune homme arrive à sortir de la piscine sain et sauf. Et exténué, il est juste sous le choc. L'autre n'en revient pas, va le voir et il dit mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez, je vous le donnerai. Est-ce que vous voulez mon domaine? Là, le jeune homme il dit non, c'est pas ça que je veux. Alors il dit ouais, mais c'est la fortune. Alors je vous donne toute ma fortune. Le jeune homme encore une fois dit non. Il dit mais je comprends. C'est la main de ma fille que vous voulez, c'est ça? Et là, le jeune homme il dit encore non. Et là, le père comprend pas, il dit mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Je veux savoir le nom de l'imbécile qui m'a poussé dans la piscine. En fait, c'est juste une petite histoire. Ce jeune homme, il pensait qu'il allait à une super soirée, qu'il allait bien danser, bien manger, et il se retrouve dans une piscine à 2 doigts de la mort, malgré lui. Et je pense juste que ça illustre bien la définition du traumatisme selon l'Organisation mondiale de la santé, qui le définit comme un événement indépendant de la volonté humaine, provoqué par une force externe. Donc là, c'était le cas, il a été poussé dans la piscine, agissant rapidement et qui se manifeste par un dommage corporel ou mental. En fait, n'importe qui, vous, moi, on peut tous être confrontés à un événement traumatique. Et je pense que les attentats du 13 novembre 2015 en sont un réel exemple. J'étais encore simplement stagiaire kiné dans l'hôpital où je travaille actuellement lorsque l'un de nos patients a été amputé de sa jambe après avoir assisté au concert du Bataclan. Et pendant les séances de rééducation, il rigolait et puis il rigolait et puis il nous disait vraiment, vous avez raté un super concert, c'était une tuerie. Les chansons, c'était vraiment de la bombe. Et l'humour, ça a été pour lui sa réaction immédiate face au traumatisme. Le traumatisme qu'il venait de vivre, c'est un traumatisme physique et à la fois psychique. Donc, à la suite d'une exposition traumatique, on observe des réactions immédiates en quelques heures ou précoces en quelques jours, et elles peuvent être transitoires et durer que quelques semaines. Là, on est du coup dans l'état de stress aigu. Et si les symptômes perdurent, on évolue vers une souffrance chronique et c'est là qu'on parle de stress post-traumatique. Chaque cas est unique. La temporalité n'est pas la même pour chaque personne. C'est pour ça que
parfois les manifestations cliniques, comme elles sont différées, on peut en retrouver des cas quelques années plus tard, après l'événement traumatique. J'ai pu participer à un stage de reconstruction par le sport organisé par la cellule d'aide aux militaires blessés. C'est une semaine complète où il y a des soignants et des militaires blessés. On est ensemble et on vit une expérience aussi humaine et sportive. Et à la première rencontre, je n'arrivais pas à discerner qui étaient les blessés, qui étaient les soignants. Ça ne se voyait pas. Et c'est là où eux m'ont dit, tu sais, Aliénor, une jambe en moins, ça se voit, mais notre mal à nous, il ne se voit pas. Et c'est plus facile de vivre avec une jambe amputée parce qu'aujourd'hui, on fabrique des prothèses de grande qualité, mais il n'existe pas encore de prothèse du cerveau. C'est pour ça que le SPT, ça s'appelle aussi la blessure invisible. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas, mais pourtant, il est bien là. Et cette image de l'iceberg, je trouve que c'est parlant. Il y a cette partie qu'on voit, ce qui est physique, ce que parfois on traite nous aussi en kiné. Mais c'est important pour nous de bien prendre en compte qu'un iceberg, il y a toute une partie cachée et il faut la comprendre pour aussi bien pouvoir réagir face à ça. Donc, petite définition de l'ESPT, dérangement anxieux qui survient à la suite d'un événement traumatique, blessure physique, trouble psychiatrique ou détresse émotionnelle. Mais en fait, je pense qu'au lieu de parler de dérangement, il faudrait parler plus d'un réarrangement neuronal qui arrive dans le but de survivre à un traumatisme. Il y a des études qui montrent qu'à la suite d'un ESPT, il y a des modifications au niveau du cerveau. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir une activation exacerbée de l'amygdale. C'est un noyau qui est l'élément clé de la survie. Et du coup, il est hypersensibilisé quand il y a un traumatisme, ce qui fait que les personnes sont dans un état d'alerte constant. Il peut aussi y avoir un rétrécissement de l'hippocampe, et là, du coup, la mémoire peut être atteinte. C'est pour ça que parfois, ils ont du mal à juste redonner de manière détaillée tout ce qui s'est passé au moment du traumatisme. Et il peut aussi y avoir une diminution du volume du cortex préfrontal, ce qui entraînerait chez certaines personnes un déficit de concentration ou d'attention. C'est différents points, mais les recherches dans le domaine, elles sont encore en cours et tout n'est pas encore connu. C'est pour ça que parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi certaines personnes développent un ESPT et d'autres non. Et pour continuer sur les signes et les symptômes, on peut les retrouver dans les critères de la DSM-5, 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mais j'ai juste fait ressortir certains qui sont, disons, qu'on voit souvent, en tout cas que moi j'ai souvent vu. Il y a la reviviscence du traumatisme, par des cauchemars notamment, ce qui empêche de dormir la nuit. Mais il y a aussi des flashbacks émotionnels. Est-ce que vous voyez encore mon écran ou pas? Je le remets. C'est bon? Donc, flashback émotionnel. Par exemple, les patients vont juste voir une image, vont entendre un bruit ou voir une odeur, rien à voir avec le traumatisme, mais ça va tout d'un coup leur refaire un souvenir du traumatisme. Il peut aussi y avoir des évitements persistants des stimulus, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir s'isoler du monde pour justement ne pas avoir à faire face à certaines choses qui leur rappellent constamment le traumatisme. Une activité neurovégétative exacerbée, donc c'est ce qu'on parlait de cette hypersensibilité ou irritabilité, ce côté d'être sans cesse en état d'alerte, des pensées négatives avec une perception de soi diminuée. Et aussi, certains patients parlent de dissociation péri-traumatique. En fait, à terme, ils disent qu'ils ne se reconnaissent même plus. Et c'est vrai que les proches, pareil, disent on ne reconnaît plus cette personne. Donc, il y a un peu cet avant-après le traumatisme. Donc, quand la blessure psychique est en première ligne, elle est parfois plus difficile à accepter parce qu'elle est vue comme une faiblesse, surtout chez les militaires. Et la citation de cet écrivain Michel Templet,
je pense, rétablit la vérité sur cette atteinte psychique. Rappelez-vous toujours, si vous êtes en état de stress post-traumatique, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est la preuve de votre force car vous avez survécu. Alors vous allez me dire, maintenant nous, un peu comme l'homme riche demandait au jeune homme, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que moi, en tant que jeune kinésithérapeute, ma petite expérience, elle n'est pas suffisante pour parler pleinement de ce sujet complexe. Mais j'ai la chance de travailler dans une équipe riche d'expérience et pluridisciplinaire. Et j'ai aussi pu rédiger un article avec des collègues ergothérapeutes, psychomotes et orthophonistes, et sur l'impact de l'ESPT en rééducation. Et donc, on a mené des entretiens auprès de nos de soignants qui ont pris en charge des patients, notamment au service de MPR. Et j'aimerais vous juste en faire ressortir 4 idées principales pour être un peu plus concret. La première, c'est d'adapter son comportement, le savoir-être. Donc, on en a parlé dans les autres tout au long de la journée, mais adapter son comportement est quelque chose qui est moins tangible, qui est moins palpable qu'une blessure physique. Et il y a des mots-clés qui sont sortis auprès des soignants, notamment l'écoute, laisser les patients venir eux-mêmes avec des questions ou leur histoire, et aussi ne pas juger ou ne pas penser qu'un traumatisme est pas si grave que ça, et ne pas non plus se dire qu'on va comparer le traumatisme d'un tel et celui de nouveaux patients qu'on vient d'avoir, parce que chaque personne est unique, et ça, ce serait mal prendre le problème. Et aussi, on en a parlé plus tôt avec Rémi, mais aussi dans notre approche, savoir être doux dans comment on est aussi avec les patients. Et ça, c'est dans le comportement à avoir. Un autre point, adapter l'environnement. Par exemple, éviter les pièces remplies de monde avec des bruits où il y a risque d'avoir un bruit fort, ou les fenêtres ouvertes avec des bruits de voitures, de camions. C'est des choses qui peuvent être stressantes. Les lumières aussi, je sais que les néons, c'est des choses où je sais qu'il y a des patients qui voulaient éteindre la lumière parce que ça rappelait trop de fortes rappels de traumatisme. Aussi faire des séances plus courtes ou fractionnées pour avoir l'attention optimale. Et, et aussi parce que le patient est fatigué, s'il ne dort pas bien la nuit, ça c'est aussi à prendre en compte dans les séances de rééducation. Ensuite, il y a aussi la prévention. Donc ça aussi, on en a parlé, mais on a ce rôle-là. Bien sûr, il y a en systématique ou quasi systématique la mise en place d'un suivi après un traumatisme, un suivi psychologique ou psychiatrique. Mais parfois, les symptômes ne sont pas là, où on peut passer à côté. Et nous, on a la chance de prendre des patients sur une période assez longue en rééducation pour certains cas. Et on a un temps de qualité avec eux, et on doit être, nous, alertes à des signes que les patients peuvent présenter, et notamment les signes que j'ai évoqués un peu plus haut. Et je pense qu'en ça, plus on le prend tôt, mieux c'est. Donc, on a notre rôle dans cette partie-là. Et un dernier point, c'est orienter du coup le patient, et nous, de nous entourer, de pas rester seul peut-être face à ça si on ne se sent pas. Orienter le patient parce qu'il il y a possibilité d'orienter vers un psychologue s'il n'y a pas déjà. Il y a des cellules d'aide qui existent, sachant que le soutien social est important, et la prise en compte aussi de la famille et de l'entourage. Il y a aussi des associations qui sont des associations spécifiques. Et de ce que j'ai vu, notamment au stage de reconstruction par le sport, c'était le fait que les patients soient avec d'autres qui ont vécu la même chose. Ça les aidait dans la guérison. Et aussi le fait de faire une activité physique, que tous ensemble, on s'oriente vers, on regarde autre chose que peut-être les souvenirs. Ça a vraiment montré des effets positifs pour les patients et pour la guérison. Et pour nous, du coup, de ne pas se rester seul dans un cas où si c'est trop lourd à porter, même émotionnellement, ça peut être lourd. Et du coup, s'entourer d'autres
d'autres kinés qui peut-être sont plus expérimentés ou d'autres corps médicaux qui sont aptes aussi à nous aider et à nous conseiller. Et on est aussi un métier où on peut travailler ensemble et ça, c'est aussi la richesse de ce métier. Donc, nous avons un rôle à jouer et on est un maillon de la chaîne dans cette prise en charge. Et la bonne nouvelle, comme le dit Luis Zamperini, j'aimerais vous laisser avec cette citation d'un athlète olympique qui a été vétéran de la guerre du Vietnam et qui a réussi à surmonter son ESPT, notamment par sa foi. Et il dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, le reste dépend de Dieu. Donc, après cette journée sur la santé mentale, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et merci à tous et merci particulièrement à Marguerite de m'avoir invitée à ce séminaire. Et s'il y a des questions, j'ai mon Instagram.